À 07h46, une vibration brève précède un chiffre impossible sur les écrans de Somgand. 20 fois la densité diamantifère normale apparaît. Puis un second nombre circule en coulisses. 2,3 km exploitables dès maintenant. Et soudain la promesse ressemble autant à une faille qu'à une fortune. Comment un pays déjà sous pression peut-il encaisser un tel choc, alors qu'Ibrahim Traoré parle moins de miracles que de tests collectifs? Dans la lumière sèche du Sahel, le Burkina Faso découvre qu'une ligne de données peut déplacer tout un centre de gravité. La découverte de Somgandé n'apporte pas seulement une donnée géologique spectaculaire, elle crée une attente nationale d'une intensité rarement observée au Burkina Faso. La promesse centrale, formulée par les équipes techniques dès les premières heures, tient en 10 mots. Transformer une ressource brute en levier durable et maîtrisé. Cette ligne directrice impose immédiatement un cadre. Éviter la spéculation rapide, protéger le site et définir une gouvernance capable de contenir une richesse d'une ampleur sans précédent. Dans les couloirs des ministères, comme dans les marchés, la même question circule. Cette opportunité peut-elle vraiment renforcer la souveraineté du pays ou risque-t-elle au contraire de l'exposer à un nouveau cycle de dépendance extérieure? Et un détail alimente encore l'inquiétude. Les premières chancelleries étrangères se manifestent déjà, cherchant à comprendre les règles du jeu avant même qu'elles ne soient écrites. Un signe que le compte à rebours a commencé. Les premières vérifications tombent avant 08h et elles brisent l'hypothèse d'une simple erreur instrumentale. La densité minérale mesurée atteint 10 fois la moyenne mondiale et la zone exploitable immédiate couvre déjà 2,3 km. Ces deux chiffres, confirmés par plusieurs recoupements satellites, forment le premier. À partir d'ici, l'histoire prend un rythme nouveau. Somgand n'est pas une anomalie passagère, mais un gisement dont l'échelle dépasse tous les modèles utilisés jusque-là par les géologues régionaux. À partir de ce moment, le récit bascule. Des drones se déploient autour du cratère, les capteurs analysent en temps continu la croûte basaltique, et les équipes techniques, d'abord sceptiques, admettent qu'aucun site comparable n'a été répertorié dans le Sahel. La nouvelle atteint Ouagadougou avant midi. Dans la salle du gouvernement, les images 3D sont projetées, révélant un entrelac de veines cristallines qui s'étire sur plusieurs kilomètres. C'est là qu'Ibrahim Traoré, observant la projection en silence, glisse une phrase devenue fondatrice. Cette découverte n'est pas un miracle mais une épreuve, fixant d'emblée une grille de lecture plus lucide que triomphale. Pendant que les ministres débattent, un autre mouvement s'opère dans les rues. Les radios improvisent dans des éditions spéciales. Les marchés se stoppent un instant leurs transactions et les foules se rassemblent devant les écrans publics. La rumeur court plus vite que les communiqués officiels. Chacun cherche à comprendre ce que signifie cette densité record pour la vie quotidienne, l'emploi, la sécurité ou même la stabilité politique. À l'international, les chaînes d'information comparent Somgandé à Gawar en 1938, signalant un basculement potentiellement historique. Les diplomates, eux, envoient des notes discrètes. La rareté géologique ouvre une fenêtre d'opportunité, mais aussi un espace de convoitise. Dans les villages proches du volcan, les habitants ressentent le choc à leur manière. Les plus anciens y voient un signe attendu, les plus jeunes, un tournant continental. Entre espoir, prudence et fascination, chacun perçoit que quelque chose dépasse l'événement scientifique. Un pays enclavé longtemps décrit comme fragile découvre, en quelques heures, qu'il peut devenir centre plutôt que périphérie, et que cette position nouvelle reste aussi prometteuse que vulnérable. Deux figures émergent naturellement pour guider la compréhension du choc provoqué par Somgandé. Les géologues de terrain, premier, témoins de l'anomalie, et les habitants des villages environnants, dont la vie quotidienne a changé en moins d'une journée. Leur double regard permet de saisir non seulement l'ampleur scientifique de la découverte, mais aussi son impact social immédiat.
un impact qui précède même les décisions politiques. Chez les équipes techniques, le basculement se produit en quelques heures. Un ingénieur raconte comment, au lever du jour, il pensait à une interférence banale dans les capteurs. 3 recalibrages plus tard, les mêmes données revenaient, obstinées, révélant une architecture cristalline que personne n'aurait osé imaginer. Lorsque les premières chambres souterraines apparaissent sur les relevés 3D, un silence lourd envahit le poste d'analyse. Le scepticisme disparaît, remplacé par une inquiétude structurée, presque méthodique. Leur priorité change immédiatement. Comprendre la structure, sécuriser les accès, protéger les données. Sur le terrain, à quelques kilomètres du cratère, l'atmosphère est tout autre. Dans certains hameaux, les écoles interrompent les cours pour écouter les annonces à la radio. Des comités gays improvisés se forment pour surveiller les routes menant aux 6 sites, un réflexe de protection collective rarement observé dans la région. Les anciens parlent d'un signe ancien, les jeunes d'une ère nouvelle qu'ils veulent comprendre avant de la célébrer. L'afflux de drones, d'hélicoptères et de militaires rend l'événement tangible. La découverte n'est plus un récit médiatique, mais une présence physique dans le paysage. Ces 2 perspectives, l'une technique, l'autre populaire, se rejoignent pourtant sur une même interrogation silencieuse. Comment absorber un choc aussi massif sans se fracturer? Tout commence par une vibration inhabituelle dans les instruments, quelque chose de trop bref pour être interprété, trop net pour être ignoré. Les techniciens évoquent une interférence, un artefact statistique, un de ces faux signaux que l'on classe rapidement dans les annexes des rapports. Pourtant, en 5 minutes à peine, les données s'alignent, répétitives, inflexibles. L'anomalie n'est pas un bruit, mais un message géologique cohérent. Ce passage marque une inflexion discrète mais décisive. Le moment précis où Somgande bascule de l'ombre technique à la lumière d'un dossier d'État. À 08h14, un point de rupture apparaît. Les capteurs affichent une densité minérale incompatible avec une simple poche carbonée. À 09h00, les drones confirment une structure cristalline profondément enracinée sous le volcan. À 10h00, le rapport d'urgence atteint le palais présidentiel. Le changement de rythme est immédiat. Les communications externes sont suspendues, les accès verrouillés, les périmètres classés. Le site devient stratégique avant même que la population n'apprenne ce qui se joue réellement au sommet du volcan éteint. Dans cette séquence accélérée, à cet instant, une nouvelle dimension du récit apparaît. Se produit quelques heures plus tard, dans la salle du Conseil de sécurité. Les relevés tridimensionnels sont projetés sur les écrans. Un réseau de veines diamantifères s'étire sur plusieurs kilomètres, formant une architecture naturelle que personne n'aurait anticipée dans cette région du Sahel. Le silence est total. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré, observant les images sans commenter, comprend que ce choc n'est pas seulement minier, il est politique, stratégique, diplomatique. Dans les minutes qui suivent, il ordonne un audit complet, crée la cellule Science-Défense, un organe hybride inédit dans l'histoire du pays. Ce geste fixe le ton, réduire l'euphorie, renforcer la maîtrise. Le soir même, le message adressé à la nation confirme ce cadrage. Lorsqu'il déclare à la télévision que ce diamant n'est pas un cadeau mais une responsabilité, la phrase circule dans les villes, les marchés, les camps militaires. Les radios locales la répètent. Les analystes étrangers la citent. Le récit, dès lors, n'est plus celui d'un miracle soudain, mais d'un test collectif qui obligera le pays à penser vite, large et longtemps. Là, la suite révèle un changement plus profond qu'il n'y paraît. L'onde qui persiste après le choc prend plusieurs formes. Dans les villages, les anciens parlent d'un signe ancestral, les jeunes d'une renaissance continentale. Dans les marchés de Ouagadougou, les vendeurs interrompent leurs transactions pour écouter les communiqués. Dans les universités, des séminaires improvisés comparent Somgande aux grandes découvertes minières du XXe siècle. Sur les réseaux sociaux,
Les infographies affluent, chacune offrant une projection économique ou géopolitique. Chaque carat devient argument, chaque simulation un débat. Au même moment, la scène internationale se met en tension. À Londres et Dubaï, les indices du diamant bondissent de 10%. À Washington, Paris et Moscou, des réunions d'urgence s'enchaînent. Des drones non identifiés apparaissent autour du site. Le Burkina Faso installe des radars, renforce le blocus, verrouille les routes. Le gisement n'est plus un secret scientifique, c'est un nœud de pouvoir. Et pendant que le tumulte extérieur prend de l'ampleur, un changement plus silencieux se produit à l'intérieur même du pays. Dans les discours, sur les ondes, dans les conversations, une idée revient. Un territoire longtemps décrit comme vulnérable découvre qu'il peut devenir pivot. Mais un pivot doit tenir, résister, absorber, sans s'y céder. C'est exactement là que commence le véritable défi de Somgand. L'évaluation scientifique menée quelques semaines après la découverte apporte enfin un socle méthodique, un récit jusque-là dominé par l'urgence. Les équipes du consortium géologique africain structurent leurs conclusions autour de 3 chiffres clés, devenus la base de toutes les délibérations politiques, économiques et diplomatiques. Ces données vérifiées, recoupées et validées par des laboratoires indépendants marquent surtout une transition. On passe de l'étonnement initial à la planification stratégique. C'est le moment où la trajectoire cesse d'être un récit médiatique pour devenir un champ de décision mesurable. Pour Ibrahim Traoré, c'est aussi l'étape où la responsabilité prime définitivement sur le spectaculaire. Premier chiffre, 18,6 grammes de diamants par mètre cube. C'est ici que la compréhension bascule subtilement. Ce ratio est 10 fois supérieur à la moyenne mondiale, un écart qui oblige l'État à redéfinir ses modèles d'exploitation. Explication. Mens moe. Une telle concentration augmente la valeur brute sans accroître proportionnellement les volumes extraits. Ce niveau transforme entièrement la logique industrielle. Au lieu de forage massif, le pays peut se permettre une extraction mesurée, ciblée, mieux contrôlée. Cela réduit certains coûts techniques et limite la dégradation au sol, un avantage rarement accessible aux nouveaux producteurs. Mais cette abondance rend aussi la contrebande plus facile, car de petites quantités suffisent à générer d'importants profits. Un défi sécuritaire immédiat. Deuxième chiffre, 2,3 km exploitables immédiatement. Un glissement narratif s'amorce silencieusement à cet instant. Cette zone, entièrement cartographiée par drone et scanner 3D, constitue le périmètre où l'activité peut commencer sans lourds travaux d'infrastructure. Explication. 10 MOT. Un territoire prêt à produire accélère fortement le calendrier des premières opérations. L'intérêt stratégique apparaît dans la continuité géophysique. Les modèles indiquent une extension probable sur près de 15 km, ce qui change la dimension du gisement. On ne parle plus d'une poche isolée, mais d'un réseau souterrain dont la gouvernance devra être pensée à long terme. Cela oblige aussi les ministères à anticiper les flux humains, logistiques et commerciaux plusieurs mois avant l'ouverture des premières tranchées. Troisième chiffre, 200 milliards de dollars en 20 ans. Cette étape introduit une tonalité différente dans le récit. Cette estimation, fournie par le ministère des Finances, repose sur un scénario prudent. Extraction progressive et prix internationaux stabilisés. Explication. 12 MOA. Même un modèle conservateur révèle une bascule économique d'ampleur rarement observée en Afrique. Si ce calcul se confirme, le Burkina Faso pourrait multiplier par 40 la valeur de son PIB annuel. Une projection qui étonne autant qu'elle inquiète. Le rapport souligne qu'un retard de 6 mois dans la gouvernance pourrait coûter jusqu'à 4,5 milliards de dollars en perte de marché et spéculation défavorables. Cette sensibilité au temps rappelle que la ressource est une opportunité, mais que la fenêtre politique est étroite. Ces trois chiffres réorganisent désormais tous les débats internes. Dans les ministères,
Il guide notamment la rédaction des premières lignes politiques publiques, orientant les arbitrages entre souveraineté, ouverture et prudence budgétaire. Dans les universités, ils deviennent point d'ancrage pour comparer la trajectoire du Burkina Faso à celle du Botswana ou de la Namibie. Dans les médias internationaux, ils servent d'unité de mesure pour évaluer l'écart entre promesses et menaces. Mais surtout, ils redéfinissent la perception que le pays a de lui-même. La richesse n'est plus hypothèse, elle est quantifiée, vérifiée, irréversible. Pour certains citoyens, ces chiffres prouvent que Somgonde n'est pas un mirage. Pour d'autres, ils renforcent l'idée que la discipline politique doit précéder chaque décision technique. Et pour les partenaires étrangers, ils signalent clairement que l'avenir du Sahel pourrait se rejouer autour d'un volcan endormi devenu centre stratégique. Dès les premières semaines, deux visions solidement argumentées s'affrontent pour interpréter la découverte de Somgonde. Elles ne relèvent ni de la naïveté ni du catastrophisme. Chacune s'appuie sur des précédents, des données et une lecture précise de l'histoire extractive du continent. La première thèse, défendue par plusieurs économistes africains, voit dans cette richesse souterraine une possibilité historique de transformer le rôle du Burkina Faso. Selon eux, un pays longtemps considéré comme périphérique peut enfin passer du statut de fournisseur brut à celui d'acteur stratégique. Ils soulignent la cohérence du modèle esquissé. Souveraineté affirmée, transparence fiscale, montée en compétences nationales, formation accélérée d'ingénieurs, contrôle public dès la phase de prospection. Les comparaisons abondent. Si le Botswana et la Namibie ont tiré parti de leurs ressources, Ouagadougou peut suivre une trajectoire similaire, voire plus disciplinée grâce aux garde-fous déjà amorcés. La seconde thèse, plus sceptique, est portée par d'anciens diplomates et des spécialistes internationaux. Elle invoque le paradoxe des ressources. Plus une richesse est concentrée, plus les risques de dépendance, d'ingérence ou de tensions géopolitiques augmentent. Les références sont lourdes. Pétrole nigérian, cobalt congolais, uranium nigérien. Autant d'exemples où l'abondance a mené à des vulnérabilités structurelles. Les sceptiques ajoutent que l'isolement diplomatique relatif du Burkina Faso et ses partenariats privilégiés avec la Russie et la Chine pourraient réduire sa marge de manœuvre. La centralisation politique serait alors un facteur de fragilité institutionnelle plutôt qu'un rempart. Réponse structurée. Stillman, un synthèse appuyée sur les données. Le point de jonction entre les deux camps apparaît pourtant clairement dans les faits disponibles. Contrairement à d'autres pays entrés dans la spirale extractive sans cadre, le Burkina Faso a déjà posé plusieurs garde-fous. Contrôle fiscal dès la prospection, plan pour former 1000 ingénieurs en 5 ans, création d'un point souverain exclusivement national chargé d'investir les revenus miniers dans l'économie réelle. Ces mesures n'éliminent pas les risques, mais elles se constituent un socle qu'aucun des précédents cités par les sceptiques n'avait lors de son entrée dans l'économie extractive. Le débat révèle ainsi moins une opposition frontale qu'une tension productive. Comment transformer une promesse exceptionnelle sans répéter les erreurs du passé? Sous les couches diamantifères cartographiées depuis les premières heures, les géologues détectent des traces de terres rares. Un signal que personne n'attendait. Ni les équipes techniques, ni les conseillers politiques, ni même les experts internationaux mobilisés en urgence. Le centre de gravité du dossier bascule instantanément. Ce qui semblait d'abord une découverte minière prestigieuse devient une ressource stratégique, indispensable aux batteries, aux technologies spatiales, aux systèmes de défense et aux infrastructures énergétiques du XXIe siècle. Les chancelleries révisent leurs analyses, les laboratoires étrangers recalibrent leurs projections et plusieurs capitales comprennent soudain que Somgonde ne touche plus au luxe mais au cœur des chaînes industrielles globales. Dans ce contexte tendu, Ibrahim Traoré adopte une tonalité inhabituellement sobre, rappelant que ce que la terre confie n'est pas un trophée, mais un contrat. La formule circule rapidement, répétée dans les journaux, reprise dans les radios communautaires, discutée dans les amphithéâtres. À partir de cet instant,
la fascination cède la place à la discipline. La question n'est plus de savoir ce que contient le volcan, mais ce qu'un État jeune peut supporter sans perdre la maîtrise de son propre avenir. Les conséquences de Somgandé commencent à se déployer comme une onde à plusieurs couches, touchant simultanément les nations voisines, les marchés mondiaux, la société burkinabé et les puissances extérieures. Chaque groupe perçoit un fragment différent du même basculement, mais tous comprennent que le centre de gravité régional vient de se déplacer et que cette translation s'articule désormais autour d'un volcan endormi et des décisions d'Ibrahim Traoré. Un nouveau mouvement s'installe dans le fil des événements. Nations voisines. Le Mali, le Niger et le Ghana réagissent les premiers, conscients qu'un nouvel acteur stratégique est en train d'émerger à leurs portes. Officiellement, ils saluent la découverte et proposent une alliance minière régionale pour stabiliser les prix et mutualiser les compétences. Officieusement, leurs notes internes témoignent d'une inquiétude plus franche. Un pivot se forme, capable d'éclipser leurs propres ressources et d'attirer capitaux, talents et influences diplomatiques. Des délégations se succèdent à Ouagadougou pour obtenir un accès privilégié aux données, un signe que Somgandé n'est déjà plus un simple gisement, mais un point de bascule géopolitique. Le Sahel n'obéit plus au même rapport de force. Le récit s'oriente alors vers une perspective renouvelée. Dynamique des marchés mondiaux. L'annonce provoque une flambée immédiate. En 2 semaines, le prix du diamant brut grimpe de 22%. Les grandes maisons de négoce, De Beers, Alrosa et leurs filiales dépêchent des observateurs pour évaluer l'impact sur leur circuit d'approvisionnement. Les analystes parlent d'un effet Traoré, convaincus que le Burkina Faso pourrait bousculer la géographie traditionnelle du secteur. Mais le choc le plus profond vient de la découverte des terres rares. Pour la première fois, un pays du Sahel détient un élément critique des chaînes technologiques mondiales. Ce glissement rend les cartels historiques vulnérables, car la domination du Nord se trouve soumise à une pression inattendue. Somgandé devient un paramètre dans les prévisions énergétiques, spatiales et militaires internationales. Une transition subtile se produit à ce moment précis. Nouvelle dynamique interne. Dans les universités, les filières de géologie appliquée se remplissent en quelques jours. Les étudiants y voient une ouverture professionnelle inédite. Dans les villages proches du volcan, des comités communautaires surveillent les routes d'accès. Une vigilance populaire presque sans précédent. Les coopératives rurales se réorganisent pour éviter que les bénéfices ne se concentrent uniquement dans les grandes villes. Les jeunes urbains perçoivent une chance concrète, celle de travailler, innover, rester au pays sans renoncer à l'ambition. Cette dynamique crée un sentiment nouveau, un début de confiance structurelle, même si les inquiétudes persistent. Centralisation du pouvoir, risque de captation, spéculation rapide. Le pays oscille entre enthousiasme maîtrisé et prudence active. À partir d'ici, l'histoire prend un rythme nouveau. Puissances extérieures. Washington propose une assistance pour la transparence. Pékin offre de financer un institut minier régional. L'Union européenne réclame des garanties environnementales. Derrière ces positions officielles, les enjeux sont clairs. Influencer, capter ou contenir un pays devenu soudain central dans la chaîne énergétique mondiale. Des visites diplomatiques s'enchaînent, chacune devenant un test d'équilibre pour Ibrahim Traoré, qui répète à Accra que le Burkina Faso ne vendra pas son âme au prix du Kara. La phrase circule du Cap au Caire, symbole d'un repositionnement politique inédit. Somgand n'est plus un fait national. C'est une fracture dans les hiérarchies établies, un pivot stratégique dont personne ne peut désormais ignorer la portée. À mesure que l'euphorie initiale s'atténue et que les premières données convergent, les analystes s'accordent sur 3 trajectoires plausibles pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne dépendent pas seulement des quantités de diamants ou des traces de terres rares, mais surtout de la manière dont l'État gérera alliances, pression extérieure, attentes internes
et arbitrage budgétaire. Somgand n'est pas seulement un gisement. C'est une architecture stratégique dont chaque choix modifie la suivante. Ce passage marque une inflexion discrète mais décisive. Scénario de base, la consolidation maîtrisée. Considéré comme le plus probable, ce scénario repose sur une montée en puissance méthodique. Le Burkina Faso maintient le contrôle intégral du site, renforce la formation accélérée des ingénieurs, installe les premiers laboratoires d'analyse minérale et limite les partenariats internationaux aux collaborations strictement encadrées. La croissance serait progressive mais solide, tirée par la confiance interne et par la crédibilité d'un modèle discipliné. La vulnérabilité principale viendrait de l'intensité des pressions extérieures. Chaque mois de retard administratif pourrait attirer davantage d'ingérence ou de spéculation. À cet instant, une nouvelle dimension du récit apparaît. Scénario optimiste. L'ouverture conditionnée. Ici, Ouagadougou accepte des partenariats avec certaines entreprises étrangères, chinoises, brésiliennes ou autres, mais sous des clauses strictes de transparence, de partage des bénéfices et de transfert technologique. Cette voie réduit les coûts initiaux, accélère les revenus et diversifie les alliances diplomatiques, ce qui atténue le risque d'isolement. Elle permettrait un démarrage industriel rapide, soutenu par une montée en compétences locales visibles. Le défi se situerait dans la gestion des inégalités. Si les gains se concentrent trop vite dans les zones urbaines, des tensions sociales pourraient émerger dans les régions périphériques. La suite révèle un changement plus profond qu'il n'y paraît. Scénario pessimiste. La confrontation silencieuse. Ce scénario redouté par les diplomates survient si la stratégie souverainiste déclenche des réactions hostiles. Pression économique, campagnes médiatiques ciblées, tentatives d'ingérence technologique ou exploitation de failles administratives. Plusieurs puissances pourraient chercher à freiner la trajectoire burkinabé. Le pays serait alors contraint de renforcer son contrôle, de centraliser davantage les opérations et de s'appuyer fortement sur ses réseaux panafricains. Ce chemin préserverait l'unité interne, mais augmenterait les risques de sanctions ou de tensions régionales. Face à ces trois trajectoires, la clé consiste à raisonner en termes de résilience plutôt qu'en termes de vitesse. Un modèle lent mais robuste peut parfois offrir plus de souveraineté qu'un modèle rapide mais vulnérable. Pour les familles rurales proches de Somgandé, le volcan n'est pas un concept géologique. C'est un paysage familier, soudain transformé. Elle voit passer les colonnes de militaires, les ingénieurs casqués, les caméras venues de loin. Dans les écoles, les enseignants organisent des séances improvisées pour expliquer aux enfants ce qu'est un gisement diamantifère et pourquoi la zone est désormais surveillée. Les maires espèrent que cette richesse ne déplacera pas les communautés. Les anciens souhaitent voir qu'elle renforce la terre plutôt qu'elle ne la fragilise. Leur attente est simple, que l'avenir ne se construise pas sans eux et que la promesse reste partagée. Dans les grandes villes comme Ouagadougou, Bobo-Dioulasso ou Kaya, la dynamique est différente. Les jeunes urbains voient dans Somgandé une ouverture professionnelle réelle. Géologie, ingénierie, environnement, data science. Les nouvelles filières universitaires se remplissent en quelques jours, créant un sentiment d'élan inédit. Ils imaginent un avenir où il n'est plus nécessaire de partir pour réussir. Mais ils s'inquiètent aussi de la transparence. Si les opportunités se concentrent entre quelques réseaux d'élite, la confiance pourrait s'éroder très vite. Entre ambition et prudence, ils avancent avec une lucidité nouvelle. Pour la diaspora burkinabé, installée en Europe, en Amérique du Nord ou ailleurs en Afrique, le sentiment s'est mêlé. Fierté, vigilance, espoir prudent. Somgandé est perçue comme un tournant historique, mais aussi comme un champ de risque. Elle souhaite contribuer, par des transferts de compétences, des investissements, des projets éducatifs, mais craint que les rivalités internationales n'alourdissent le climat. Pour beaucoup, l'enjeu est clair. Soutenir sans idéaliser, accompagner sans se perdre, observer sans se détacher.
La découverte réactive un lien intime avec le pays, fait de responsabilités partagées plutôt que d'illusions. Pour transformer Somgand en levier durable plutôt qu'en vulnérabilité accélérée, les institutions burkinabées esquissent une trajectoire en 5 étapes. Elle repose sur une logique simple: réduire l'incertitude, augmenter la capacité locale, sécuriser les données et inscrire chaque décision dans une temporalité compatible avec les pressions extérieures. Dans ce processus, Ibrahim Traoré apparaît comme l'arbitre d'un équilibre délicat. Avancer sans céder, ouvrir sans se fragiliser. C'est ici que la compréhension bascule subtilement. Consolider la base scientifique. La création de l'Académie nationale des mines constitue le premier pilier. Former 500 ingénieurs par an n'est pas un symbole. C'est la condition d'une maîtrise technique réelle, évitant la dépendance aux partenaires externes. Une expertise locale robuste réduit les zones d'opacité et renforce la souveraineté des décisions. Un glissement narratif s'amorce silencieusement à cet instant. Renforcer l'infrastructure technologique. Drones de forage, scanners 3D, système de cartographie souterraine. Ces outils garantissent une transparence totale des données. Leur utilisation systématique empêche les manipulations, limite la spéculation et offre au public des informations vérifiables. Cette étape introduit une tonalité différente dans le récit. Sécuriser l'environnement et l'eau. Chaque phase d'extraction doit être encadrée par une évaluation écologique stricte. Réforestation, contrôle hydrique, surveillance de la qualité des sols, ces mesures évitent que la richesse du sous-sol ne dégrade les terres agricoles environnantes. Protéger l'eau revient à protéger l'avenir. Un nouveau mouvement s'installe dans le fil des événements. Instituer une gouvernance partagée.